Ce que vous dites aussi, ce que tu dis aussi, Nicole, l'expérience clinique avec les tout petits, le tout petit étant présent chez tout adulte, chez tout analysant. En toile de fond, moi j'avais en toile de fond de ma lecture du livre de Nicole, de ce dernier livre en particulier, j'avais cette phrase à l'esprit, cette phrase de Lacan sur le transfert. Le transfert, c'est, dit-il, l'actualisation de la réalité de l'inconscient. Donc, avec cette distinction qui est présente dans cette phrase, la distinction entre la répétition, à travers de symptômes divers, etc., dans le cas des bébés, de difficultés à être en relation avec l'autre et de problèmes somatiques. Et puis, l'actualisation, c'est dans la cure, justement. L'enjeu dans la cure, c'est de passer, je dirais, de la répétition, il y aura sans doute un moment de répétition aussi dans la cure, à l'actualisation, avec la dimension dans actualisation, la dimension du temps et la dimension de l'acte. Alors, penser sans les mots, Nicole écrit, ce ne sont pas uniquement les mots qui soignent, comme le formulait Freud dans un texte de 1890 qui s'appelle « Traitement psychique, traitement d'âme ». C'est au-delà, ou plutôt en deçà des mots, ça c'est Nicole qui le dit, au-delà ou en deçà des mots, l'énergie vibratoire animant le corps de la personne émettrice et parlante. Que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il entre les protagonistes qui sont présents dans le cadre d'un travail thérapeutique? Freud parlait souvent d'énergie psychique, donc énergie psychique liée et déliée. Je crois que c'est quelque chose qu'on trouve très souvent chez lui, notamment au-delà du principe de plaisir. Mais Nicole propose des choses, je dirais, différentes à partir de cette notion d'énergie, puisqu'elle parle là d'énergie vibratoire qui circule entre les bébés sans parole et l'analyste. Pour comprendre ce qui se passe, Nicole fait un détour par la pensée chinoise et notamment par l'écriture chinoise, qu'elle rapproche de la notion de pictogramme de Pierre Aulagnier. Elle écrit « Les pictogrammes sont des inscriptions dans le marbre de l'originaire, lieu mythique recueillant les traces de la rencontre du bébé avec son environnement, traces à même son corps, traces muettes, non visibles, mais lisibles, entre autres, dans le transfert, agissant comme révélatrice de messages, traces indélébiles sur lesquelles toute sa vie le sujet reviendra. » Parmi les traces que Nicole mentionne, elle va faire référence à l'identification primordiale du sujet au père de sa préhistoire. C'est une expression qu'il y a chez Freud dans Le moi et le ça. Et ce travail de Nicole, quand elle élabore quelque chose autour de ça, rejoint les élaborations de Michel Montrelais et également Suzanne Gineste-Delbrey a repris cette notion-là pour la développer. Donc, pour Nicole, écouter les bébés reviendrait à penser en pictogramme, comme les Chinois, dit-elle, mais en pictogramme libre, singulier, non codifié socialement. Et cela l'a conduit à dire qu'il s'agit plus de lire que d'écouter, de solliciter le regard plus que l'audition. Elle dit « L'écrit a précédé la parole, l'image, le signe, le trait a précédé l'écrit, comme chez le bébé humain, dont les signes du corps parlent à nos yeux avant même que leur lalation parle à nos oreilles. » Je rapproche ces élaborations, votre théorisation des élaborations lacaniennes quand même de la distinction entre l'être et signifiant. Une part de l'inconscient relève du registre de la lettre et la cure se traduit par leur réagencement et transformation aussi en signifiant, contribuant en termes freudiens à accroître l'énergie psychique liée aux dépens de l'énergie psychique déliée. Donc, les bébés ne parlent pas, mais ils disent quelque chose avec leur corps,
quelque chose qui n'est pas, dites-vous, spécularisable. Dans un paradoxe apparent, les bébés commencent par l'écrit. Leur corps est livre. Là, c'est encore une citation de Nicole. Leur préhistoire est écrite dans ce corps qu'ils mettent en scène, dans leur comportement, leur maladie, en attente d'un lecteur qui va la déchiffrer, cette préhistoire. Le lecteur va transformer ces marques originaires, ces marques d'inscription dans l'histoire de l'humanité qui les a précédées, l'histoire de leurs ancêtres et de leur propre préhistoire émotionnelle. Pour ce faire, Nicole se place en position de témoin, en tant qu'analyste, témoin engagé, parlant à partir de ses propres manques, failles et des résonances entre l'histoire du sujet qu'elle rencontre et sa propre histoire. Elle s'appuie sur Chuang Tzu et notamment aussi sur un commentaire de François Bilter dans ses études sur le Chuang Tzu, qu'on va trouver au fil un peu de son propos. Je cite donc François Bilter, « Nul ne peut espérer susciter chez autrui une transformation s'il n'accepte d'être transformé lui-même. Cette loi me paraît inhérente à toutes les formes d'intervention humaine, des plus élémentaires aux plus élevées, des plus intuitives aux plus intellectualisées. Ceci renvoie, selon Nicole, à la notion de disponibilité, qui conduit donc à faire avec ses ratés, son ressenti, parfois négatif, ses oublis, ses angoisses, son vide. Elle en donne de nombreux exemples dans son livre, puisque dans les 2 livres, dans ce dernier, il y a une partie clinique de moments de travail avec les personnes qu'elle rencontre, beaucoup de bébés, mais aussi quelques adultes. Elle écrit, je ne vais pas prendre dans le détail ces situations, mais à propos quand même d'un enfant qu'elle nomme Papillon, elle dit « Il faut reconnaître que j'ai, l'espace d'un instant, perdu pied, perdu la tête, j'ai été désemparé, disqualifié, coupable de ce que j'ai vécu alors comme une défaillance, mon oubli abyssal. » Et c'est en fait en sortant de cet oubli abyssal qu'elle crée quelque chose au niveau de la relation avec la personne concernée. Elle écrit à ce propos « L'attention à ce qui m'arrive est mon fil conducteur, mon gouvernail, ce que j'éprouve et ce que le patient me fait éprouver. Ça lui appartient, mais il ne l'éprouve pas encore lui-même. Il doit passer par moi pour s'appartenir et je le lui restitue. Ma simple prise de conscience suffit souvent. » Je vais passer à une question, la question du regard, le transfert et le regard. Le livre commence d'ailleurs sur cette question-là, puisque dès les premières pages du livre, Nicole présente un tableau d'un peintre qui s'appelle Martin Schongauer, qu'elle a découvert à Colmar. Ce tableau s'appelle « La Vierge au buisson de roses ». Une mère, je vais peut-être le montrer. La Vierge au buisson de roses. Une mère porte son bébé de quelques mois. Nicole y observe, souligne l'absence d'échange de regard entre le bébé et sa mère. Les visages se détournent, les yeux regardent ailleurs, pas de sourire non plus chez la mère. Qui tient qui, dit-elle? Qui console qui? Et Nicole met en relation ces situations en rapport avec les tragédies humaines, les guerres qui laissent tant de femmes seules, veuves, mères, sœurs et tant d'enfants orphelins. Nicole parle de la folie des guerres à l'origine de, entre guillemets, la douleur qui engendre la mélancolie de génération en génération. C'est d'actualité, je trouve. Donc, ce regard de Nicole sur ce tableau lui l'a conduit à parler du transfert comme une expérience. Ce qui se réalise dans ce tableau, pour moi qui le regarde, dit-elle, c'est le dégel d'une émotion individuelle, mais aussi collective, une émotion qui traverse les générations. Et encore, ainsi en va-t-il dans toute rencontre psychanalytique quand, en deçà des mots,
celui qui est amené sous les traits de la grande personne que vous accueillez est le tout petit. On retrouve cette question dans la clinique décrite dans ce livre. Dans plusieurs situations, la mère ne peut supporter l'appel du regard de son bébé. Pour certains, il est persécutant, pour certaines, il est persécutant. Et c'est à cette place de l'autre primordial, accueillant la demande du bébé, que l'analyste que vous êtes s'est mise au fil des séances. Les bébés, les jeunes enfants sont sensibles à l'échange de regards, à ce qui se passe dans un échange vrai, même avec des personnes qu'ils ne voient pas souvent. Ils peuvent s'en rappeler plusieurs semaines après, ce qui laisse entendre que s'est établi alors un lien inconscient ou un lien d'inconscient à inconscient. Et Nicole décrit comment la mémoire des premiers temps de la vie génère parfois une chaîne de répétition que la cure peut arrêter. Ainsi, elle parle, à propos d'une belle jeune femme, d'un corps raide, figé, inhabité, qui sera mis en relation avec les conditions difficiles, presque tragiques, de son arrivée sur Terre. Dans la cure, il s'agit donc de lire et d'écrire l'inscriptible afin d'inscrire d'une autre façon ce qui est resté figé dans le corps, et donc par le truchement, le mouvement du sujet vers son analyse et un retour comme un peu le circuit de la pulsion. L'intérêt du travail d'élaboration de Nicole, c'est qu'elle met des mots nouveaux sur cette question du transfert à partir de son détour donc par la pensée chinoise. Un principe de Lao Tzu qu'elle rappelle encore, c'est la difficulté n'est pas de trouver une solution. Nous attendons à tort une explication, alors qu'une description constitue la solution à la difficulté, pour peu que nous lui donnions une juste place, que nous nous arrêtions à elle sans chercher à la dépasser. Il me semble que c'est ce que font les analysants dans l'association libre, dans la cure, en décrivant à nouveau de nouvelles façons leurs symptômes, les obstacles auxquels ils se heurtent, la parole alors parcourant les boucles du tort que Lacan a pris comme image pour cette réitération de la parole, à chaque fois de façon un peu différente, et ce mouvement de description transformant déjà progressivement l'objet décrit ou la question décrite. Avant de passer à mes quelques petites questions ou demandes de développement, je terminerai par une autre citation. La vie est un don. Une citation de Nicole. La vie est un don, une énigme qui nous échappe. La vie pousse où elle veut, même sur le terrain de la barbarie. Tu es vivant, tu as le droit de t'en réjouir et d'en être heureux, d'en jouir. Ainsi, la pensée chinoise, qui ne met pas l'homme en position de sujet désirant, créateur de vie par sa parole, mais pense en termes de situation et de processus, les contraires, travaillant toujours ensemble, vie, mort, guerre, paix. Donc, la pensée chinoise m'a semblé proche de mes propres formulations auprès des bébés. Pour terminer, j'en viens à quelques formulations de questions, mais plutôt d'invitations à précision et développement. D'abord sur la question de l'énergie. Le mot énergie revient à plusieurs reprises. À un moment donné, Nicole parle du nouveau-né comme une boule d'énergie. Elle parle aussi du désir de l'analyse comme une énergie créatrice. Et elle parle également du transfert et du contre-transfert en termes d'une dynamique d'où sourd une énergie. J'ai mentionné dès le début là, de mon petit propos la formulation qu'on trouve page 65 de son livre, de la rencontre comme une énergie vibratoire animant le corps des deux personnes qui sont en relation dans le cadre du transfert. Donc, ce n'est donc pas une question, ce serait une invitation peut-être à développer quelque chose autour de cette énergie, peut-être de façon plus large que ce que je mentionne. Ensuite, je voulais poser une question autour de la question de l'image. Quelquefois je dis vous, je m'excuse, quelquefois ça passe au-dessus. Donc, Nicole rappelle le travail de Françoise Dolto dans l'image inconsciente du corps. Nicole dit que
Françoise Dotto cherche à rendre compte de sa clinique et du développement du petit humain en termes d'images non spéculaires, d'images invisibles mais lisibles. Elle en déduit que les psychanalystes doivent être bilingues. Il faut entendre conjointement une langue graphique et une langue sonore. Donc, nous allons être des interprètes. La langue graphique étant de loin la plus importante dans le très jeune âge. J'appelle langue graphique ce que les bébés figurent, nous donnent à voir, à sentir, à éprouver consciemment et inconsciemment. Et donc, le détour qu'elle propose là également, c'est par la Chine, et notamment la langue chinoise, où existent deux niveaux, la langue sonore et la langue graphique, justement, composée de traits qui indiquent des mouvements, traits qui sont des traces d'images à lire et non à entendre. Là aussi, je dirais que ce n'est pas tant une question qu'une invitation, peut-être à en dire plus sur ce recours à l'image, au graphisme, sur peut-être l'émergence d'images chez l'analyse quand elle est dans la situation de rencontre avec certains bébés ou certains adultes. Et peut-être que Pascal, qui connaît mieux la Chine que moi, pourra également en parler ou poser des questions plus précises que ce que j'indique. Enfin, le dernier point que je soulève, c'est que je voulais mettre un peu à la discussion ou sous forme de question. Là, c'est donc à plusieurs reprises, Nicole écrit et décrit comment les bébés qu'elle rencontre sont en attente, dans une situation d'appel. Le bébé, dit-elle souvent, ne lâche pas sur son désir de rencontre, sur son offre d'amour, sur son appel du regard. Mais là, ma question, c'est, mais pour certains, cet appel ne peine-t-il pas ou n'arrive-t-il pas quand même à se formuler? Je crois qu'on trouve dans le livre mention d'un bébé qui présente, ou d'un enfant qui présente des signes de glissement vers l'autisme, mais ce n'est pas développé dans aucun des livres, ni dans le dernier. Est-ce que, donc ma question serait, est-ce que vous en déduisez que l'autisme s'installe chez un sujet à défaut d'un autre en mesure de transcrire ou traduire les pictogrammes originaires, les lettres qui l'encombrent, liées à son histoire et à sa préhistoire personnelle? Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Ou est-ce que ça veut dire que dans votre clinique, vous n'avez pas rencontré d'enfants qui échappaient à cet appel à l'autre, ou est-ce que vous les avez écartés de votre corpus pour élaborer ce travail? Voilà mes petites questions, ma petite présentation. Merci beaucoup, Jean-Yves, de cette lecture si riche et si subtile. Alors, je vais tout de suite répondre à la dernière question. Oui, tu montrais quelque chose. La caméra. Je vais tout de suite répondre parce que le reste, c'est plus compliqué. Et puis, j'ai prévu de vous parler de quelque chose qui peut-être répondra à tes questions. À propos de l'autisme, moi, je suis d'une époque où on parlait quasiment pas d'autisme. L'autisme est apparu sur la fin de ma carrière. Bon. Donc, moi, je recevais des bébés très particuliers puisqu'ils étaient soustraits à leur famille très tôt, parfois à la sortie de la maternité. Et ils étaient très entourés. Enfin, il y avait tout un protocole de soins. Et moi, j'étais prise dans ce protocole. Donc, aucun des enfants dont j'ai eu à m'occuper n'a évolué vers l'autisme. Enfin, en tous les cas, dans la période où je les ai vus. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'était le souci permanent des équipes. Hein. Dès qu'elles voyaient qu'un enfant commençait à regarder au plafond, elles faisaient signe. Donc, ils étaient bordés terriblement. Oui, ils avaient la chance d'être très surveillés. Hein. Bon, donc, ce n'est pas le tout venant que j'ai reçu, moi. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Alors, peut-être que je vais vous lire ce que j'ai préparé pour vous.
et on verra si ça répond, comment ça répond et comment on reprend les choses. Bon, d'abord, je voulais remercier Jean-Yves et je voulais vous remercier de m'avoir invité parce que c'est toujours important, une invitation, ça vous relance. J'ai écrit ces livres, vous voyez, le premier en 2016, enfin il est paru en 2016, l'autre en 2020 et je les ai un peu oubliés. Hein. Donc, voilà, je dois dire que ça m'a relancée et vous allez voir un peu comment. Alors, il n'y a pas que ça qui m'a relancée, il y a d'autres choses, mais il se trouve que c'est en même temps, alors c'est étrange. Ça va pour la caméra, oui? Oui, c'est bon. Bon. Alors, comment pense-t-on avant la parole? Bon, je vous lis mon petit texte, j'espère qu'il ne va pas vous ennuyer. Et puis après, on fera des croisements avec la présentation de Jean-Yves. Avant la parole, c'est le corps qui pense. Dans notre travail de psychanalyste, il faut lui faire confiance, accueillir ses perceptions, ses ressentis, ce qui lui arrive, être à son écoute, se laisser impacter, se laisser embarquer. Il faut faire confiance à notre inconscient. Et puis, trouver des mots. S'appuyer sur notre expérience d'analyste analysant qui en est revenu de l'abîme, qui a déjà fait la traversée. Joseph Gazingel, un ami neurologue et psychanalyste qui a travaillé à l'hôpital en lien avec des réanimateurs, dont vous avez peut-être entendu parler, dans un livre posthume, car il est décédé, à paraître bientôt aux éditions des Crépuscules, nous dit, je le cite, il s'est beaucoup occupé, il était neurologue, et il s'est beaucoup occupé de ce qu'il a appelé des locked-in, c'est-à-dire ces maladies neurologiques où le patient est complètement emmuré dans un corps paralysé. Je doute que n'importe qui, à n'importe quel moment de son histoire, puisse s'adresser à un locked-in. Je présume qu'il faut avoir connu une expérience de déréliction, d'abandon, d'anéantissement possible, et plus encore, avoir gardé un certain accès à cette expérience-là, si lointaine qu'elle soit, si ravageante qu'elle pu être. Voilà, je crois que ça dit extrêmement bien la position qui est la nôtre, hein, d'avoir connu et de savoir aussi qu'on en est sorti. Et c'est ce qui permet, quand on se laisse aller avec un patient, petit bébé ou patient, c'est d'aller au fond avec lui de son abîme et de pouvoir l'aider à en sortir, puisque nous, on en est déjà sorti. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'y replonge pas, mais enfin, on a l'expérience de ce retour vers la sortie. J'ai été mise à l'épreuve de penser sans les mots en recevant pendant 25 ans des bébés traumatisés. Bien sûr, ce n'était pas mon unique clinique, loin de là, mais ce fut celle qui me servit de phare et qui éclaira toute ma pratique. La pensée sans les mots est à mes yeux le support de ce que nous nommons le transfert. Dans mon livre « Accomplir la promesse de l'aube », je me réfère donc, et Jean-Yves a recité cette citation, pour parler du transfert à ce commentaire par Jean-François Bilter, qui est un sinologue, des propos de Chuang Tzu dans un dialogue que Chuang Tzu a imaginé entre j'espère que j'ai la traduction. Alors, elle est là. Entre Confucius et Lao Tzu, sur l'état de réceptivité indifférenciée nécessaire pour qu'une transformation s'effectue. Alors, cet état de réceptivité indifférenciée, on peut appeler ça l'attention flottante, hein, bon, pour nous. Donc, la citation, c'est celle que Jean-Yves a rappelée. Nul ne peut espérer susciter chez autrui une transformation s'il n'accepte d'être transformé lui-même. Cette loi me paraît, ça c'est le commentaire de Bilter, me paraît inhérente à toutes les formes d'interaction humaine, des plus élémentaires aux plus intellectualisées. Bon, ça pour moi, c'est fondamental. Ô combien cette phrase est juste pour nous psychanalystes. Lorsque j'ai mis un point final à mon deuxième livre, je n'en avais pas encore pris la mesure et c'est de cela dont je vais vous parler. La question de ma propre transformation était restée floue dans ma pensée et dans mon écriture. Je sais maintenant que la force d'effacement qui avait fait son office pendant plus d'un siècle n'avait pas cessé d'être active
malgré les éléments de réalité exhumés. Ce qui n'avait pas empêché cependant l'inconscient de faire son travail. Il y a quand même toutes ces couches où on a l'impression qu'il ne se passe rien, et puis quand même, la transformation a lieu. De 1988 à 2008, une quête obstinée m'avait fait interroger l'histoire familiale, persuadée que les traumas de ces bébés résonnaient étrangement avec les miens. Bien sûr, des événements de ma propre histoire étaient en correspondance, mais il y avait autre chose auquel je n'avais pas accès, je le sentais, je le savais. Les signes qui me venaient de mes émotions et les productions de mon inconscient, entre autres mes rêves, me le disaient. Cette quête avait impliqué un travail d'historienne à petite échelle, collecter des actes de naissance, de décès, rechercher des témoins, des cousins, cousines perdus de vue depuis l'enfance, pouvant faire des récits. Je l'ai fait, j'ai réussi. J'ai obtenu des actes officiels et un récit explicite. Mais étrangement, une force inconsciente m'a fait rester dans l'ignorance de ce que j'avais découvert, incapable de le penser, jusqu'à tout récemment, il y a 2 mois environ, où la vérité m'a sauté à la figure. Avait coexisté en moi un moteur turbo qui ne cessait de me propulser dans une quête de savoir et une passion non moins intense d'ignorance. Entre les deux, la transformation silencieuse avait quand même eu lieu. 1988. Oui. Mort de... Oui, oui. C'est en bas que ça se passe. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il ne faut pas coincer la porte du portail, jamais, jamais, jamais. Obligé, hein. On est obligé. Non, pas obligé. Bien. C'est bien dit. Bon. 1988, mort de Françoise Dolto, fin août. En juin, elle m'avait accepté, sous réserve qu'elle soit encore vivante en septembre, m'avait-elle écrit, pour faire partie du groupe d'analyse qui l'entourait rue Gay-Lussac quand elle recevait les petits de la pouponnière d'Antony à des fins de soins pour les bébés et de formation pour les analystes. On vous attend. À la rentrée, elle n'était plus là. 1988. J'ai donc commencé à occuper cette place à l'écoute des bébés malvenus, avec comme viatique ma foi en l'éthique du vivant de Dolto. J'avais été percutée par son affirmation, sa conviction, je reconstitue de mémoire, si tu es né, si tu es vivant, c'est que tu as ce qu'il te faut pour vivre. C'est ce que rappelait Jean-Yves. Alors vas-y, vis ta vie. Elle expliquait ça très bien, c'était sa théorie du narcissisme de base qui a servi de socle à ma pratique. On tiendrait sa légitimité avec l'exigence éthique qu'elle implique du seul fait d'être vivant. Un point essentiel sur le chemin de ma rencontre avec la pensée chinoise. Depuis la publication de mes livres, j'ai lu des ouvrages qui ont étayé et ouvert ma réflexion. Bien sûr, d'abord celui de Pascal Assoun et son dragon sur le divan. Plus récemment, celui de Nathalie Moschniager, auteure de Lacan, le chinois et le moulin, et de son livre à paraître, Lacan, l'occidenté, accidenté d'être à l'ouest. Il doit paraître, je pense, au printemps, aux éditions des Crépuscules. J'ai eu connaissance récemment de celui de Monique Loret, à l'occasion de son hommage à Léon van der Merch lors de sa disparition en 2021. Elle a écrit, elle est psychiatre et psychanalyste à Toulouse. Tu la connais ? Ouais. La conscience de l'humain, dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise. Bon, c'est un filon qui est à exploiter. Je n'ai pas lu encore Monique Loret et je pense qu'il y a quelque chose à chercher là. À cette place d'écoute des bébés malvenus, j'y avais été proposée par une collègue du groupe de psychanalystes en formation dont je faisais partie à la suite de la dissolution de l'école freudienne dans les années 80, sur la simple base de son intuition. « Tiens, Nicole, je te vois bien. » On se connaissait à peine, mais nous avions un même transfert de travail sur la personne qui nous rassemblait. Cette proposition m'avait attrapée, exaltée, dirais-je, et c'est le cœur battant que j'avais soutenu un interrogatoire assez redoutable de l'équipe psy de la pouponnière qui ne confiait pas ses petits à n'importe qui.
Bien qu'ayant été psychologue en crèche et travaillant en CMPP, je n'avais pas l'expérience de l'écoute des bébés et encore moins de l'ASE. Pourquoi une telle mobilisation de mon désir, je ne savais pas. Mais c'est un fait que je voulais absolument gagner cette opportunité d'aller voir dans cette zone d'ombre. Grâce à ma détermination, j'ai réussi à passer la barre. De 1988 à 2007-2008, date probable où l'on m'a fait un récit cohérent du drame familial resté inconnu jusqu'alors, j'ai cherché dans mon histoire d'où venaient les résonances. Il y avait cette arrière-grand-mère maternelle aux origines troubles. Un mensonge, une dissimulation flottait autour d'une origine juive escamotée, se disait-il. Émigré du Grand-Duché du Luxembourg, les traces étaient effacées, mais surnageaient çà et là de petites phrases qui creusaient ma curiosité. Les papiers officiels reçus étaient également énigmatiques, désaccordés. Mais de là à faire le lien entre les histoires rocambolesques des petits que je recevais, non, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, j'envoyais des histoires de filiation tordues, annulées, passées à la trappe. Je me souviens de cette petite fille qui vivait à la Pouponnière quand ses deux parents ont signé un procès d'abandon. Elle n'est pas dans mes livres. Elle avait 2 ans et demi. Nous avions alors eu la consigne officielle, l'interdiction de l'appeler par son prénom et par son nom. Son identité devait être mise au secret. Nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupaient d'elle, moi comprise. Je me souviens de ma stupéfaction, de ma colère devant ce mensonge d'État, mensonge des institutions qu'il avait en charge, devant la soumission aux ordres du personnel qui ne bronchait pas, de mon chagrin. J'ai oublié comment je l'ai accompagné alors avant son adoption. Mais je sais ma grande confusion et mon impossibilité de penser. Je me souviens de ce bébé né du viol d'une adolescente par son grand-père. Comment articuler pour lui, le fruit d'une relation absolument illégitime? Comment nommer, parler de la légitimité où il était de vivre sa vie, d'avoir du plaisir, d'être heureux, et l'articuler avec la transgression de l'interdit fondateur du symbolique à laquelle il devait la vie, sans faire cependant peser cette faute sur lui. Exercice pratiquement spirituel qui m'obligeait à penser, sans le savoir, l'origine de ma propre lignée maternelle comme légitime, à passer en moi d'un savoir insu à un savoir conscient, clair et sans tache aveugle. Au terme de mes recherches, j'ai donc trouvé ce que je cherchais. Qui m'a révélé le poteau rose? Un petit cousin retrouvé avec qui j'ai longuement parlé, je le suppose. Mais en fait, je l'ai oublié, effacé complètement. Mes notes manuscrites me semblent écrites par une main étrangère, inconnue. Je pourrais penser que je suis atteinte de dégénérescence neuronale. Il est un fait que j'ai écrit au stylo l'histoire tragique d'une arrière-arrière-grand-mère que quelqu'un m'a racontée, et je peux maintenant interpréter les documents officiels que je ne comprenais pas à réception. L'inconscient n'a pas d'âge. Cela se passait en 1859. C'était hier. Une jeune fille, mon arrière-arrière-grand-mère, tombe enceinte. Elle accouche de 2 jumeaux, un garçon et une fille. Qui est le père? Il est inconnu. Après leur naissance, quand? Je ne le sais pas encore. Elle meurt noyée. C'est un suicide, ai-je écrit, m'a-t-on dit. Je comprends enfin la bizarrerie de l'état civil. C'est un suicide, ai-je écrit, m'a-t-on dit. Je comprends enfin la bizarrerie de l'état civil. D'abord enfant naturel, recensé sur les tables décennales, mais non inscrite sur les registres, puis fille de X et Y. Elle a donc aidé à adopter légalement. X et Y sont ses grands-parents. J'ai l'impression que je comprends pour la première fois. Est-ce le cas? Ai-je compris et effacé? Je ne sais pas. Ce drame n'était pas un secret, un simple non-dit plutôt, puisque quelqu'un a pu m'en parler. Son récit s'est effacé immédiatement, comme si j'avais reçu l'info dans un autre état de conscience. Malgré tout le matériel analytique que mon inconscient infatigable a produit tout au long de mes analyses et en dehors d'elles, de rêves d'une clarté prodigieuse à la lumière de la révélation, malgré toutes les conséquences de ce drame qui a impitoyablement frappé toute la descendance de ces femmes, conséquences que j'interrogeais inlassablement depuis des années. La crypte était restée scellée. Mais était-ce bien une crypte? Je ne sais pas. C'est à voir, il faut que je cherche. Toute une transformation s'est opérée sans que consciemment je fasse le lien avec le fait que j'ai été délivrée du secret de cette histoire ancestrale
mère et fille pouvaient enfin aller en paix. Car si je remonte dans le temps, je constate que c'est dans les années 2007-2008 que j'ai pu dénouer les nœuds qui entravaient ma vie, acter des séparations sans douleur ajoutée, disposer d'une énergie nouvelle pour m'ouvrir à de nouveaux mondes, la Chine, l'écriture. Voilà, j'espère que je vous ai rendu compte de la transformation que je dois à ma confrontation avec des bébés malvenus et des bienfaits du transfert. Il me reste à dire à la faveur de quoi j'ai pu consciemment enfin désencrypter cette arrière-arrière-grand-mère, une simple demande de mes enfants, faite ce dernier Noël, de leur transmettre par écrit ce que j'avais trouvé sur la famille, moi qui avais tant cherché. Maintenant, juste quelques mots pour la Chine, ça sera peut-être l'objet de notre discussion puisqu'on a la chance d'avoir Pascal avec nous. J'ai donné comme sous-titre à mon premier ouvrage « De l'écoute des bébés et la lecture de Chuang Tzu ». Je serais tentée d'écrire aujourd'hui de la lecture des bébés à la lecture de Chuang Tzu, car il s'agit de lecture et d'écriture plus que d'écoute, mais à la manière, j'en fais l'hypothèse, bien que je ne lise ni ne parle le chinois, à la manière de la lecture de l'écriture chinoise. J'avance ici sur des œufs car je n'ai pas d'expertise, mais je dois dire que la découverte du manuscrit de Nathalie Mochnia-Guerre a été pour moi jubilatoire. En effet, elle nous montre que Lacan, pour créer sa théorie des nœuds borroméens, alors qu'il était âgé de 71 ans, l'âge où j'ai écrit le bouquin, s'est appuyé, au-delà des mathématiques, source connue, sur sa connaissance, sa pratique du chinois et de son écriture. François Cheng venait alors régulièrement l'aider à lire des textes chinois qu'il avait appris aux langues orientales quand il était jeune. Je vais vous lire, pour terminer ce petit propos, 2 pages de Léon van der Merch. C'est son dernier livre. Avant de mourir, il a écrit « La littérature chinoise, littérature hors norme ». Et c'est un livre sur l'écriture chinoise. Alors, voilà, cette dernière page-là, c'est l'épilogue. La littérature chinoise est dotée d'une sorte de polyphonie que ne possèdent pas les littératures d'écriture alphabétique. Elle ajoute aux 2 voix de la première et de la deuxième articulation du langage, entre parenthèses, voix sémantique des mots et voix phonétique de leur prononciation, une 3e voix, celle de l'articulation suprasémantique de l'idéographie, si expressive qu'elle tend d'elle-même à se déployer en calligraphie. Toute poésie chinoise prend ainsi la forme du trio en associant au piano de la phonétique et au violon de la sémantique le violoncelle suprasémantique de leur idéographie. C'est beau, hein? Voilà. Bon, alors ça c'est ce que j'ai écrit pour vous, que je tenais à dire aujourd'hui en après-coup de cette histoire de transformation et de qu'est-ce que j'ai fabriqué avec ces bébés et qu'est-ce que j'ai fabriqué, c'est-à-dire à désencrypter un fantôme quand même qui datait de 1859. Enfin, c'est quand même extraordinaire parce que, voilà, bon. Donc, c'est une expérience d'analyste. Hein, voilà. Alors, ça ne répond pas à l'ouverture de Jean-Yves qui est très complexe, mais peut-être que je vais m'arrêter là, que je vais passer la parole. Je ne sais pas, je pense qu'il y a déjà assez pour discuter un peu, puis je prendrai la parole après. Ah bah, très bien, oui, très bien. Alors, on va vous donner la parole peut-être, et puis peut-être je répondrai ou j'associerai, parce que répondre, ce n'est pas vraiment le mot, sur les histoires d'énergie, là, c'est complexe. Hein, bon. Non, moi, j'avais déjà une question sur la formule « c'est le corps qui pense ». Et je pense que je crois que c'est pas tout à fait juste. C'est le corps qui prend des inscriptions et ce n'est que quand elles sont lues que ça devient de la pensée. Je le dirais plutôt c'est sûr. Comme ça, oui. Absolument, c'est comme une tablette de cire, quoi.
sur lequel il y a des inscriptions qui viennent se déposer. Oui, justement, et s'il n'y C'est a pas toute tout l'histoire ce de- travail d'être Déchiffré. déchiffré par l'autre, alors on reste avec des inscriptions, mais qui sont muettes, qui sont comme les inscriptions de 1858 Absolument. de l'arrière-grand-mère. Quoi. Arrière. Je ne sais pas comment on fait pour demander la parole. Il y avait avant un signe, mais je ne sais pas du tout, il est où le signe? Nora Markman. Oui, je me présente après. Bon, je n'ai pas trouvé, si quelqu'un peut me dire comment faire pour faire la main qui demande la parole. Bon. Et bonjour, donc je suis ravie de vous entendre. Je n'ai pas lu vos livres et je vais le faire. Parce que ce que vous racontez, ce que vous nous racontez, parle énormément à ceux qui travaillons avec des tout-petits, des bébés, des enfants avec des problématiques autistiques. Il y a beaucoup de points que vous avez dit qui ont eu une portée de vérité en vous écoutant. Alors, reprendre la question de incapable de les penser. En fait, c'est une question d'inscription. Ce qui me semble, c'est que ça ne s'inscrit pas. Alors, quelles sont les conditions pour qu'une inscription puisse faire trace, S2 et mémoire, qu'on puisse y revenir, oublier pour se rappeler? Ça, c'est une question qui a trait à la manière dont on peut penser le refoulement qui s'opère chez les bébés et à quel moment. Voilà, ça c'est une question que je vous pose aussi. À quel moment, quel type à quel moment un refoulement efficace permet qu'il n'y ait pas nécessairement un retour de refoulé dans les symptômes, mais autrement. C'est probablement ce que vous avez dit, enfin ce qui a dit votre premier la personne qui vous a présenté, c'est cette question d'énergie vibratoire dans la rencontre, dans les transferts. J'ai écrit expérience vibratoire, puisque ce qui reste ça me parle énormément, votre choix des termes. C'est aussi un terme que François Dolto utilisait, beaucoup en parlant du féminin et de la manière dont il était difficile de ne pas les refouler chez les garçons. Voilà. Mais il y a quelque chose de cette énergie vibratoire, de cette expérience vibratoire dans différentes parties du corps qu'on retrouve dans des symptômes fréquents chez les enfants, dans les symptômes d'articulation sonore, d'articulation langagière, ou bien chez les petits avec les sons extérieurs, quelque chose des sons extérieurs qui vibrent dans la pièce fermée d'une certaine façon, c'est-à-dire un rapport à l'acoustique, à l'expérience acoustique, qui est celle de la, me semble-t-il, c'est que Lacan nommait signifiance, ou qu'il utilisait en tant que signifiance. Enfin, voilà, j'ai quelques associations et quelques questions à vous poser. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est sous forme de question, là, ce que vous avez dit. Oui, une question était la question de penser ou inscrire, c'est-à-dire ce que c'est de la pensée ou c'est de l'inscription, et de quelle manière on peut travailler dans vous avez fait votre expérience d'analysante, et donc d'analyste, et donc en vous mettant, me semble-t-il, en mettant les désirs de l'analyste à une place telle que ça vous permet de reprendre des expériences d'une autre place, justement, hein, donc de rompre la lignée traumatique de génération en génération. Mais c'est surtout cette question de
quelle est la manière, avec quelles questions on travaille avec les bébés pour viser une inscription qui puisse provoquer un refoulement qui ne soit pas nécessairement symptomatique. Alors, écoutez, vous savez, on a toujours un esprit d'escalier. J'ai envie de répondre à côté. Je ne peux pas répondre à votre question directement. Ça me rappelle que moi, j'ai eu l'impression que j'activais quelque chose chez le bébé, que j'ouvrais des voies. J'activais sa capacité à faire du lien. Je n'ai jamais vécu les choses comme si j'étais en lien avec le bébé ou les liens d'attachement, par exemple. Les liens d'attachement, ils avaient ailleurs. Mais moi, j'activais sa capacité de créer des liens d'attachement. Je l'écris chez le petit qui arrive, après m'avoir rencontré, à obtenir de sa mère qu'elle lui chante des berceuses dans sa langue d'origine. Bon, c'est ce qui m'a été rapporté, bien sûr, par les auxiliaires après la visite de la mère. Alors, voilà, moi j'ai eu, c'est pas du côté de l'inscription, c'est du côté d'ouvrir des capacités qui sont j'ai envie de dire, qui sont dans le génome, hein. C'est une manière de penser, voilà. Le vivant naît avec. Je dis bien le vivant, je ne dirais même pas l'humain. Le vivant naît avec cette énergie, à l'intérieur, enfin, cette possibilité, c'est comme un bouton qui va s'ouvrir. Enfin, il y a quelque chose qui est là et le bouton va s'ouvrir s'il y a l'oxygène, s'il y a le soleil, s'il y a, etc. Et ben, pour le bébé, c'est s'il va rencontrer l'autre qui va pouvoir activer sa capacité. Voilà, moi, je me suis située là dans cette clinique. Je ne sais pas si ça répond. Voilà, hein, c'est la place. Quand j'ai accompli la promesse de l'aube, c'était pas rater ce moment où ça va s'ouvrir, où il faut que ça s'ouvre pour le bébé qui sort de in utero et qui se met à respirer, etc. et qui doit rencontrer l'autre. Voilà. Et il faut qu'il y ait un autre qui ouvre qui réponde à ça, quoi. Donc, c'est là que j'étais, à cette place-là, je dirais. Je ne sais pas si ça répond. Alors, je ne saurais pas répondre à ce que vous dites sur c'est important comme position. Ça veut dire que le bébé a un potentiel. Voilà. Ça, c'est très important. On n'est pas simplement en train de lui donner. En fait, on est en train de lui permettre d'être lui-même. Absolument. Et d'ouvrir son potentiel. Oui. Mais c'est vraiment du côté du vivant, hein, quand je parle du bouton. Tout le vivant a un potentiel, c'est inscrit, c'est dans lui. Alors ça, voilà, les scientifiques, ça a des noms, je ne suis pas vraiment experte non plus là. Et moi, je me situais, accomplir la promesse de l'aube, c'est ça pour moi, c'était pas rater. Alors après c'est l'histoire de la vie, mais pas rater cette. Il faut qu'il rencontre ça, quoi. Il n'a pas rencontré d'habitude un bébé naît, ben voilà, autour de lui, il y a un groupe d'humains qui l'accueille. Il y a la famille, mais pas la famille peut être un peu défaillante, mais il y en a d'autres. Enfin, il faut qu'il y ait bienvenue, quoi, bienvenue chez nous, bienvenue. Voilà, j'ai employé malvenus, des bébés malvenus, et il était question de leur souhaiter la bienvenue, quoi. C'est très modeste, hein, mais c'est la place que j'ai occupée. Hein, dans ce monde où quand même ils arrivaient, ils voyaient autour d'eux des visages épouvantables, de gens terrifiés, de gens qui ne sont pas heureux. Enfin, il fallait voir les gens qui m'en parlaient, comme ils étaient, tous ces humains qui sont dans le social aussi et qui veulent bien faire. Ils étaient souvent catastrophés parce que c'était la catastrophe, quoi. Ils amenaient des choses. Enfin, voilà. Et alors, arriver à enlever tout ça et à regarder ce bébé avec dans les yeux une petite flamme d'émerveillement en disant « Eh ben voilà, tu es vivant et c'est formidable et bienvenue », eh ben voilà, j'ai l'impression que j'ai pratiqué ça. C'était pas simple, hein, parce que ça faisait le ménage en moi à chaque fois. Il fallait que je chasse toutes ces mauvaises fées là, penchées sur le berceau pour
pour qu'il y ait des bonnes fées, voilà. Oui, c'est vrai que les contes sont très parlants pour tout ça, hein, parce que c'est ça la vie. Regardez toutes les mauvaises fées qu'il y a autour du berceau d'un enfant de nos jours, hein. Eh ben, il faut qu'on arrive à chasser ça pour qu'il y ait ce minimum vital d'émerveillement et d'accueil devant la beauté de la vie, quoi. Bon, je peux résumer les choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous... Il y a un point très important aussi, c'est dans le livre, parce que je ne me rappelle plus quel enfant qui a un passé très lourd. Et tu réfléchis, tu dis, mais comment à la fois le situer par rapport, le mettre en lien, lui donner une filiation, et non pas faire que cette filiation soit un poids impossible à porter. Et c'est intéressant comme question, en effet, parce que l'idée, c'est l'idée du vivant, quoi. C'est-à-dire, tu as le droit de ne pas tout porter et d'aller vers tes propres choix, quoi. Tu as reçu la vie. Alors, tu sais, c'est quand même, j'ai été imprégnée de Dolto. Alors, c'est Dolto tel que je l'ai eu, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit Dolto tel que, je ne sais pas, vous l'avez lu. Mais en tous les cas, moi, c'est ce que et je me dis que si je l'ai reçu comme ça, c'est bien parce que j'avais besoin de la recevoir comme ça, et c'est bien parce que ça parlait par rapport à mon histoire. Je veux dire, une mère qui se noie à la naissance de ses jumeaux de désespoir parce que voilà, comment elle les a regardés. Bon, donc j'avais bien besoin de légitimer cette filiation. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai lu Dolto. Ça m'intéresserait de savoir si vous l'avez lu de cette façon. Mais il y avait chez elle quelque chose qui me semble... Oui, très ancré, quoi. Parce que quand elle parlait des parents valeureux, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'était pas qu'ils c'était des gens bien, c'est que c'était la valeur humaine, hein. C'était la valeur humaine et que quel que soit ce qu'ils avaient fait, c'est comme ça, et ils avaient donné la vie et point, quoi. Et voilà, et ben moi ça m'apportait ça et ça me permettait et ça me permet encore dans des analyses d'adultes, le peu que j'ai encore, parce que je travaille quand même pas beaucoup maintenant, mais j'ai une patiente récemment, j'ai pu porter son mari comme ça, qui était décrit par tout le monde d'une manière extrêmement déplaisante, enfin, c'est ce qu'elle me disait, et puis elle-même, et ben, ça l'a complètement transformé, que je vois son mari comme quelqu'un que je vois qu'il avait une histoire terrible, etc., un père paranoïaque. Bon, et ben cet homme, je l'ai porté comme je portais les parents des petits, je l'ai porté dans mon cœur, enfin dans mon esprit, et ben ça a tout changé pour elle. Voilà. Et c'est comme un petit à qui on dit du mal de ses parents. On ne peut pas dire du mal de ses parents à un enfant. Enfin, c'est impossible. On ne peut que les respecter et puis éventuellement dénoncer des choses qu'ils ont faites qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas la personne, mais c'est le support du droit. C'est le droit. On ne juge pas une personne, on juge ce qu'il a fait. Donc tout ça, non, mais vous avez dit quelque chose. Attends, Nora, il y a une question là. Et comment on lève la main? Je lève la main. Une question de Michel. Comment? Michel Rossignol a une question avant. Si vous permettez, une question de Michel Rossignol. Oui. Oui, donc bonjour. J'ai lu un de vos deux livres, Accomplir la promesse de l'aube, avec beaucoup de plaisir. C'est toujours étonnant de voir dans la clinique des tout petits, bon, vous avez déjà été précédé par d'autres, mais vous avez accompli votre travail, de voir comment effectivement, quand on nomme auprès d'un enfant, quand on redistribue son histoire au bon moment, eh bien, les choses s'en vont très, enfin, je veux dire, ils guérissent assez vite. J'avais deux remarques que je voulais faire. Une première qui était, vous faites vers la fin de votre travail comment dire, allusion au travail à Freud, qui, moi, ça m'a été très utile. Vous dites, voilà, c'est dans l'abrégé de psychanalyse, voici comment nous nous représentons l'état initial. Toute l'énergie disponible de l'éros, ce que nous appelons désormais libido, se trouve dans le moi, ça encore indifférencié, et sert à neutraliser les tendances destructrices, etc. C'est cet état de choses que nous donnons le nom de narcissisme primaire absolu. Alors, ce qui est assez confondant, bien sûr, c'est que effectivement,
vous avez redécouvert, enfin, dans le trajet qui est le vôtre, vous avez redécouvert ça dans la pensée chinoise du côté du vide. Bon, voilà, c'est essentiel, la question du vide, il y a pas. Alors, on pourrait se demander, parce que finalement, donc Freud déjà a eu des intuitions absolument profondes qui rejoignent complètement ce qui a été pensé par le taoïsme et les gens qui pratiquent autour de ça. Ça, c'est un premier. Alors, c'est confondant parce qu'on peut se demander comment se fait-il que l'analyse, la cure que vous avez effectuée, ne vous avez pas rebranché directement à cet endroit-là, ou en tout cas, ça reste quand même un miracle de se dire que c'est quand même, ça vous soit reparvenu d'une manière ou d'une autre. Et puis la deuxième chose, c'est une question, alors on voit bien que on est bien obligé de repenser quand même, enfin, quand on parle de langage, penser, on est bien obligé de s'apercevoir que c'est quand même bien par des énoncés que vous avez d'abord reçu les choses en les déchiffrant, mais c'est bien en énonçant quand même par de la parole que les enfants guérissent. Ce qui nous met quand même dans l'idée que le langage, il est là depuis le début, depuis toujours. Enfin, sauf parce que on a toujours trop l'habitude de regarder le langage comme étant le langage parlé. Manifestement, une parole adressée et justement adressée à un enfant, ça semble pouvoir le guérir. Deuxième chose sur le langage, ce qui est très étonnant pour moi, hein, c'est par exemple sur la petite Laura, sur cette histoire d'érythème fessier. Bon, donc vous faites la cure, enfin vous recevez cet enfant et tout ça, et il y a un moment où vous vous interrogez sur ce qui se passe et en fait vous demandez des précisions sur l'érythème, mais en fait il n'est pas fessier, il semblerait plutôt toucher à la vulve. Et effectivement, c'est bien touché à l'idée de cette petite fille qui ne devait pas venir dans la famille, etc., etc. La question que je me pose, c'est pas tellement du côté de enfin, bon, vous avez fait votre travail et vous avez bien travaillé et vous avez lu ce qui était en train de se passer, mais ce qui est assez étonnant du côté quand même de ce que c'est que penser avec le corps, c'est que le corps de cet enfant ait fabriqué ça. Parce qu'il y a le déchiffrage, mais ce qui est, enfin, je ne sais pas, c'est pour moi en tout cas un axe de réflexion de ce que c'est que comment le corps va dire ce qu'il a à dire. Et ça, que c'est quand même assez, pour moi, ça reste tout à fait étonnant. Vous voyez, vous me rappelez des choses, c'est incroyable, il suffit que vous en parliez pour que je voie la situation. Parce que ce qui a été efficace, ou efficient plus qu'efficace, c'est que tout d'un coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on me raconte. Un mensonge ou une... Érythème fessier, c'était comme une formule sans contenant. Et puis, et là, c'est drôle, pourquoi j'ai eu cette idée? Je ne sais pas, hein. Mais dès que j'ai eu cette idée, en fait, ça a été efficient. Et elle, la première chose qu'elle a faite quand elle est revenue et qu'elle n'avait plus cet érythème, je m'en souviens très bien parce que j'étais au CMPP, j'avais une porte-fenêtre qui donnait sur un jardin. Et immédiatement, elle a parlé alors qu'elle ne parlait pas et elle m'a dit « Regarde » en montrant le jardin. Si ce n'est pas extraordinaire sur le plan symbolique, le jardin, enfin bon, j'ai pensé à bien sûr, le jardin intérieur, voilà, hein, c'est quand même le féminin, enfin, voilà. Donc, c'est extraordinaire. C'est bon. Mais peut-être pour que tout le monde vous comprenne, et ceux qui ne vous ont pas lu, il faudrait que vous disiez au moins la parole que vous avez. Alors, c'était une petite fille, je ne sais plus son âge, tout ça, hein, mais enfin bon, elle marchait, c'était déjà, c'est plus un bébé, c'était. Elle marchait, elle venait même toute seule dans mon bureau, peut-être elle avait 18 mois. 18 mois. Hein, c'est parce que 18 mois, oui, c'est ça. 18 mois, c'est ça. Et ah, ça vient de là, la voix. C'est étrange. Ça vient d'ailleurs, souvent. Et donc, elle était à la pouponnière. C'était une famille de 3 filles. Je m'en souviens encore, les petites Simon, je peux vous dire leur nom, mais ça ne mange plus de pain. Elles étaient 3 filles. Et la première, les parents étaient SDF. La première avait dû vivre avec la famille, puis plus ça allait, plus ça se dégradait. Et pour la dernière, elle avait dû aller directement à la pouponnière dès la sortie de la maternité. Et donc, on m'amenait cette petite fille parce qu'elle avait un érythème fessier qui résistait à toutes les pommades et tous les traitements. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Enfin, dans la thérapie,
Elle venait, il n'y avait rien, enfin, je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit. Et tout d'un coup, j'ai interrogé cette formule érythème fessier. Pourquoi, je ne sais pas. Érythème fessier, j'ai voulu qu'on me le décrive. Et alors là, je suppose que son auxiliaire était avec elle. C'est quand même, ça fait, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus. Et à ce moment-là, avec pudeur, parce que je pense qu'elle n'arrivait pas à le dire, que c'était en fait la vulve qui était irritée. Et dès que je me suis représentée que c'était ça, j'ai dû... Alors, bien sûr, ça a résonné avec ma problématique. Moi, je suis née fille, mon père n'est pas venu à la maternité pendant des jours parce qu'il voulait un garçon, enfin blabla. C'était pas une bonne... les filles n'étaient pas les bienvenues. Donc, je sais pas, ça a créé un mouvement peut-être d'empathie avec elle autour de cette histoire. Et j'ai dû lui dire quelque chose sur... peut-être tu as cru que tes parents n'avaient pas voulu de toi parce que tu étais une fille et qu'ils avaient déjà des filles qui ne voulaient plus de filles. Enfin, j'ai dû fabriquer une petite interprétation autour de « tu as peut-être cru que tu étais abandonnée parce que tu étais une fille ». Bon, et la séance d'après, l'érythème fessier avait disparu le lendemain ou le jour même de la consultation. Bon, donc... c'est toujours bluffant, quoi. Et quand on m'a dit elle n'a plus d'érythème fessier, et dans cette séance-là, je vois encore la scène, elle a eu son premier mot, elle m'a dit regarde, et elle m'a montré le jardin dehors. Voilà, j'ai trouvé ça absolument fantastique, quoi. Bon, puis après, on ne s'est plus vu, parce que c'est pas, elle est guérie, c'est-à-dire que c'est des... Oui, ils reprennent le cours de leur vie, et puis ils sont quand même, c'est des enfants qui sont quand même, qui étaient à l'époque, parce que maintenant, je ne sais pas si on pourrait dire aussi bien les choses, mais ils étaient quand même très bien bordés, enfin, il y avait quand même beaucoup de choses pour les entourer. Hein. Mais quand même, oui, c'est complètement mystérieux. Pourquoi tout d'un coup j'ai interrogé ce terme en désespoir de cause. Qu'est-ce que ça se... Oui. C'est peut-être là que la dimension du corps du bébé, c'est peut-être à ce moment-là que la dimension du corps, de ce que vous percevez du corps. Je l'ai vu en tous les cas. Ça, il y a quelque chose. Là, à propos d'image, ça a fait ça. Enfin, il y a eu quelque chose. Érythème fessier, il n'y avait rien, quoi. C'était un mot vide. Et puis là, j'ai eu effectivement l'image de sa vulve irritée. Bon, avec comment ça me touchait profondément, sûrement que ça a fait une émotion chez moi, une souffrance. C'est là que le terme pensée, comme vous disiez, est-ce que dit, c'est-à-dire que moi je travaille, alors je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais beaucoup avec des autistes, oui. Des adultes. Il semble que ce qui permet le travail, c'est des réceptacles d'inscriptions qui on est bombardé d'inscriptions. Et d'en avoir des représentations, alors peut-être, non petit à petit. Hein, c'est ça. Mais au départ, il faut avoir je trouve que ce n'est pas la pensée qui m'aide le plus dans mon travail au départ. Je pense que le début du travail s'inscrit sur un socle qui est ce que vous recevez. Très sensoriel, très visuel, du mouvement, parce que là, les autistes, il peut y en avoir beaucoup, et après du dessin, de l'inscription, de la trace, et après, il y a une forme de narration graphique, bien avant que ça puisse se penser, même pour moi, quoi. C'est drôle, parce qu'on a l'impression d'un travail d'archéologue où on cherche des traces, ou de fouilles, on fait des fouilles, on libère des inscriptions, puis après on prend des calques, et puis après on essaye de les lire, les comparer, enfin, hein, c'est ça, hein, c'est des énigmes. Oui. Monsieur, vous avez dit... Il y a Laura aussi qui veut prendre la parole. Non, il y a Jacques, il y a Jacques aussi. Oui, Jacques, on va donner la parole à Laura. Ah, oui. Laura, c'est figé là, Laura. Respire. Bon, bah écoute, vas-y, Jacques. Il y avait deux points que je voulais relever. C'est où vous dites que il y a des moments de vertige dans la rencontre avec
que le fait, il y a des moments de vertige parfois dans la clinique avec le rencontre transférentielle, dans le transfert, et que c'est d'avoir pu sortir de ce vertige dans son analyse, mais dans son analyse d'avant et actuelle, d'une certaine façon, je le dirais comme ça. Oui, C'est-à-dire oui, oui. et que, au fond, ce que j'entends qui m'intéresse, c'est comment, dans ce travail, on est. Parce qu'il y avait la question de Nora qui me paraissait une question tout à fait intéressante, c'était comment s'inscrit ce qui est à lire. C'est-à-dire, comment faire pour inscrire quelque chose qui sera lisible. Et au fond, il n'y a pas qu'une question de lecture, mais aussi une question d'inscription. Et l'inscription, c'est l'inscription en soi de ce que l'autre vous écrit. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et qu'on Il y a déchiffre. ce travail Oui. de lecture avec un texte intime suscité par quelqu'un qu'on est en train de rencontrer. Oui. C'est ce va-et-vient entre. C'est comment dit-on à quelqu'un, voilà ce que vous m'avez donné à penser. Et qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on avait une vignette, un petit moment comme ça, pas d'un enfant, mais là-dessus c'est intéressant, parce que il y avait sans doute quelque chose de l'enfant chez ce patient qui me racontait qu'il souffrait d'une hémospermie et qu'à la mort de son père, il avait eu une hématurie et qu'au fond, le passage alors, évidemment, c'est des jeux de mots, mais il y avait quand même eu, dans le fait de reprendre hémo, ce permis, qui venait recouvrir l'hématurie. Enfin, voilà. C'est mon intérêt pour ces deux mots. Je ne me rendais pas compte, je n'avais pas l'idée qu'en le lui disant, j'allais faire une mouche, mais c'est simplement en lui disant que quelque chose a pu se dégager pour lui, dont je ne sais pas très bien si j'ai compris comment ça s'est passé, mais quelque chose est passé. C'est ça. Merci. Il y a Nora. Oui. Il y a Pascal. Très court. Hein. Je vais essayer d'être courte et assez concise. C'est pour revenir justement aux interventions de l'analyste. La description que vous avez introduite me semble fondamentale et surtout parce qu'il y a deux modes d'intervention différents dans ce que je pense que c'est Jacques Aubry qui parlait. Chez les adultes, il y a, n'est-ce pas, un trajet du signifiant, donc qui se dessine dans la cure. Mais chez les tout petits, les infants, là, c'était, vous avez ouvert un diagnostic qui enfermait les sujets c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas le langage du corps. Oui. Alors, est-ce que le corps pense penser du corps, je n'adhère pas à cette formule, mais en tant que vous êtes en train de nommer quelque chose, mais en tout cas, dont même elle parlait des langages. Des langages. Donc ça, c'est un langage, n'est-ce pas? Et vous n'y avez pas adhéré à cet érythème. Vous ne saviez pas ce que ça nommait. Comme Maud Manoni pouvait, dans un premier entretien, demander, il dit qu'il a mal à la tête, où est ta tête? Je veux dire, on ne prend pas à la lettre ce qui est dit de cette manière-là. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Où as-tu mal? Oui, où as-tu mal? C'était quand même ça que je posais comme question. Où a-t-elle mal? Parce que érythème fessier, c'est un symptôme de bébé. Érythème fessier. Elle avait un érythème vulvaire, c'était un symptôme de petite fille.
Hein. Il y avait une négation du fait qu'elle était une petite fille dans ce terme. Érythème fessier, c'est les bébés, ils sont irrités parce que, bon, ils ont les couches et tout. Bon. Mais érythème vulvaire, c'était un langage, bien sûr. C'était vraiment, où souffres-tu? Tu souffres d'être fille, quoi. C'était tellement... C'est vrai que j'en suis encore émue quand je le raconte, c'est incroyable. C'était dramatique, ces 3 petites filles. En plus, je les ai connues toutes les 3. Les parents pondaient des enfants comme ça, et puis c'était de pire en pire, quoi. Et c'était terrible, quoi. Et voilà, et de pouvoir nommer cette souffrance, lui donner un sens, après tout, de mettre des mots sur son abandon. Bon, je ne sais pas, ça l'a fait certainement accéder à un statut de petite fille qui a des choses à dire. Et voilà, et c'est vrai que ça a l'air de pas grand-chose. Hein, mais c'est Dans les jardins. 2 questions. là. Oui, Pascal. cette question du corps, il me semble que le corps va beaucoup plus vite que la psyché, en fait. Ça raconte déjà quelque chose qui n'est pas... Voilà. Quand on reçoit des bébés, je crois, ensemble, on a de cesse de regarder le bébé dans ce qu'il va manifester tout le temps. Je sais, quand on écoute, il y a ce qu'on écoute que les maternantes racontent, mais elles ont une finesse et un détail absolu de tout ce qu'elles observent, et donc c'est très précieux pour nous qui écoutons, mais il y a tout le temps le regard sur le bébé, avec le bébé, et le moindre geste va nous embarquer. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît important de préciser, c'est que c'est la surprise, en fait. On est tout le temps dans la surprise parce qu'on se fait surprendre par quelque chose, parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est pour ça que je n'étais pas du tout d'accord avec la dame qui parlait de visée. Il n'y a pas de visée. Il me semble qu'il n'y a pas de visée, il y a un accueil, une espèce de réceptacle, et c'est dans la surprise qu'on va peut-être avoir une idée, mais c'est le bébé qui va nous donner l'idée. Son corps, son regard, son pas-regard, son mouvement, il y a quelque chose qui est tout le temps, il y a un processus en fait. Oui, donc voilà, je voulais parler de la processus, surprise parce qu'il me semble que c'est par ta surprise de ce érythème fessier que tu te dis, qu'est-ce que c'est pas? C'est un mot, d'accord, on connaît bien l'érythème fessier, on voit à peu près où ça se situe, sauf que c'est pas situé là où cette petite le raconte, mais tant qu'on ne te le disait pas, puisqu'en fait tu ne voyais pas, évidemment, hein, tu vois en représentation, mais tu ne vois pas puisqu'elle n'est pas nue, et tu n'as pas envie de voir dans la réalité. Mais voilà, donc la surprise me paraît absolument essentielle. Mais oui, tu as tout à fait raison, parce que quand on m'a dit ça, effectivement, voilà. Tout d'un coup, ça m'a fait basculer. En fait. Il y a une intrigue, et la surprise dévoilée par, en fait, il est situé au niveau de la vulve. Là, c'est un autre film. C'est une autre histoire. Mais je crois que c'est eux qui nous embarquent. Hein. Mais oui. Mais ils n'ont que ça pour nous embarquer. Ce n'est pas que le corps aille plus vite, c'est qu'il est là avant la pensée. Alors, avant. Et que le grand mystère, effectivement, c'est de savoir comment ce qui nous apparaît a posteriori, grâce, entre guillemets, jusqu'où on ne sait pas, au travail, à notre travail, comme des signifiants, se sont inscrits dans le corps qui les recèle jusqu'au jour où ils se manifestent. Et qu'ils se manifestent et qu'on découvre que c'est comme un langage. C'est joli ça qui les recèle. Freud insiste beaucoup sur le manque de moyens du nourrisson pour, c'est un mot que j'emploie, quand je l'ai trouvé, peut-être fabriqué, pour psychiser ce qui lui advient. Et il ne dispose pas, au départ, et pendant quelque temps, de tous les moyens neuronaux en particulier. Je pense que si on ne pense pas à ça, je crois que, enfin, ça ne fait pas mieux comprendre, mais c'est des opérations qui sont mises en échec, alors qu'après, elles vont déboucher sur des opérations complètes, et on peut se demander, enfin, c'est une question, je ne sais pas si j'ai le moyen d'y répondre, ou si d'autres peuvent la compléter, mais on peut se demander si le refoulement primaire, ce n'est pas une fortune. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas jusqu'au... C'est l'échec d'une opération d'inscription dans quelque chose qui n'est pas encore constitué, le psychisme, et qui fait retour dans le réel du corps, et qui va faire retour par le corps aussi
un jour ou l'autre, avec, bien sûr, peut-être des moyens génétiques préexistants qui facilitent la manifestation de tel ou tel. Parce que je crois que c'est un grand mystère et qu'on aurait vraiment intérêt, les psychanalystes, à travailler ça avec ceux qui font d'énormes progrès sur la compréhension de la maturation du système nerveux central. Oui, j'y pensais. L'histoire de l'imagerie. Enfin, c'est vraiment intéressant de se rencontrer parce qu'ils butent aussi sur des choses qu'on peut expliquer nous avec nos mots et nous, on est impuissants à comprendre les choses parce qu'on n'a pas tout. Oui, je pensais pendant que vous disiez à ce que ma fille m'a raconté, parce que les enfants, ils apprennent des trucs qu'on n'a pas appris nous, sur la mémoire. C'est-à-dire que il y a, mais c'est trop, je ne sais pas comment je vais restituer ça, mais c'est votre histoire de forclusion qui m'y fait penser. C'est-à-dire qu'il y a les mémoires des tout premiers moments qui ne peut pas, il n'y a pas les circuits pour que ça remonte. Ça ne peut pas remonter. Et ça, c'est les neurosciences qui le disent. Donc, ça irait avec cette histoire-là. Hein. Excusez-moi, je vais juste raconter quelque chose qui m'est associé. J'ai reçu des parents avec un enfant de 3 ans qui hurlait par moment à 3 ans j'ai mal au pied, je vais mourir. Voilà, il galérait depuis des mois sur des nuits absolument terribles. Je vais mourir, j'ai mal au pied, je vais mourir, j'ai mal au pied. Si la maman ne m'avait pas raconté que quand son bébé est né, il y avait un problème de diabète gestationnel et que bébé, donc dans les premières heures de sa vie, on lui faisait un dextro au pied pour voir où il en était de son sang. Si cette maman ne m'avait pas raconté ça, qu'il avait reçu ce bébé, cet enfant de 3 ans tout seul, on n'aurait jamais pu élucider cette question. Donc, alors, ça remonte par quel canal? N'empêche que c'est présent et la maman a raconté ça, les choses se sont calmées. Mais en plus, on avait dit ce bébé peut mourir. Il y avait une histoire possiblement, il y avait vraiment eu une très très grande interrogation des médecins qui pensaient que cet enfant n'allait pas survivre. Donc, je veux dire, j'ai mal au pied, je vais mourir, les dextros à la naissance, voilà. Donc, moi, je ne sais pas par où ça passe, mais n'empêche que les choses. Mais lui, il ne savait pas ce dont il parlait. Il ne savait pas ce dont il parlait, mais il avait quand même la mémoire du corps qui avait été dès les premières heures. Oui, il faut me dire ça. Voilà. Ah, bah oui, je vais mourir, je vais mal au pied. C'était quand même le point des dextros. Comme il y a beaucoup de choses qui sont dites, bon, je voulais revenir sur votre position par rapport à l'enfant, parce que ça me paraît un peu fort. Non, c'est que Freud, qui a en effet s'est beaucoup intéressé au bébé, plusieurs reprises, il y a déjà le Corda, qui est quand même un épisode vraiment important, mais surtout, moi, c'est le mot traduction. Le mot traduction apparaît 3 fois dans la lettre 52, alors que Freud parle de qu'est-ce que fait le bébé, l'infant. Il cherche, il traduit. Et ça, je pense que votre position fait en sorte que ça permet à l'enfant de traduire. Parce que si on saute tout de suite sur, il faut le laisser traduire. Et ça, Freud est très explicite là-dessus, ça me paraît vraiment important. Nous y avons consacré un colloque. C'est pour dire que, bon, outre la question de la traduction, il y a une histoire qui m'était arrivée avec une patiente qui était persuadée d'avoir une sclérose en plaques. Et lorsqu'on remontait dans l'histoire et dans le discours de sa mère, on se rendait compte que la mère avait dit, redit, redit, mais quand tu es né, tu avais des plaques partout. Voilà. Donc, il y a eu le mot plaque est rentré dans la psyché, mais c'est pour dire aussi que Freud est très clair sur le refoulement. C'est un défaut de traduction. Il le dit, c'est un défaut de traduction. Et donc, ce mot plaque n'avait pas été traduit. Il était resté flottant. Et lorsque, à la faveur, elle avait eu une paralysie faciale, les collègues neurologues s'étaient dit « Ah, mais c'est peut-être une sclérose en plaques. » Là, le mot avait été prononcé, mais il avait réveillé un mot qui était enfoui. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, il n'y a pas eu de traduction. Là, à ce moment-là, disons, dans la toute petite enfance, ça n'a pas été traduit, ça a été reçu, comme d'ailleurs, ça ressemble à Irritabilité. Ça n'a pas été traduit et donc pas refoulé. Et donc pas refoulé.
Ça me fait penser à Bion et Oui, ces bah oui. éléments intransformables ou intransformés. C'est vraiment intéressant de s'intéresser à la genèse, justement, des premiers refoulements. Parce que c'est quand même fondamental. Et que Freud dise un défaut de traduction, bah, ça nous donne des pistes, hein, quand même. Ça nous fait travailler et peut-être reprendre des choses dans les analyses adultes. C'est ça le truc. Non, c'est décalé. Attends, tu parles à qui, à moi? Toi, Non, mais c'est décalé complètement par rapport. C'était voilà, une intervention qui répondait à quelqu'un. On ne comprend pas. Non, c'est tout. C'est quelqu'un qui. non, il n'y a rien à comprendre. Juste une remarque sur les percepts qui sont des points de réel. Pardon? Les percepts sont des points de réel Oui. qui attendent, qui poussent à trouver des mots qui deviennent des sensations. C'est une fois qu'ils sont nommés, c'est comme ça que d'autres les décrivent. Et ma remarque, elle touche la question de regarder ça comme des points de corps éclatés. Or, il y a une liaison, il y a un corps inconscient, l'image inconsciente du corps. Je ne sais pas pourquoi il utilise le terme d'image, ça me pose problème. Mais le corps inconscient est constitué d'interactions musculaires, tactiles, cutanées, visuelles, olfactives, tout ce que vous voulez. Mais il y a une unité de ce corps. Alors, aborder toujours les points réels comme quelque chose d'isolé, ça me pose question, parce que je crois que ce qui unifie ce corps inconscient, ça ressemble beaucoup à du très symbolique quand même. Mais c'est hors de la parole. Oui. Voilà, c'était juste une remarque. Excusez-moi, juste par rapport à l'image, peut-être que c'était l'ambiance du moment. C'était quand même Lacan et son image. Mais on est avant l'image dans le miroir. Oui, non, mais est-ce que c'est pas dans les mots du moment, de l'époque, pour Dolto, voilà, c'est tout. Parce que pourquoi elle a employé ce mot image, c'est peut-être justement pour contrer le miroir, enfin bon, voilà, c'est tout. Mais c'est une question d'époque, c'est ça que je veux dire. Oui, madame. Alors moi, je fais beaucoup d'autonomie périnatale. Oui. Catherine Dolto. Oui. Donc tout ça, ça se passe même avant la naissance. Avant la naissance. Avant la naissance. In utero, c'est-à-dire in utero. Oui. Oui. Et qu'il y a des choses qui se passent déjà absolument dans la relation avant la naissance qui sont tout à fait étonnantes. On fait le coup maintenant quasiment à tout petit peu enceintes qu'elles sont peut-être un enfant trisomique. Et quand il y a cette annonce, avant l'examen d'après, l'enfant ne bouge plus. Il attend. Il se tient quoi? Il se tient quoi? Il se tient quoi? Où sa mère n'est plus du tout présente pour lui et il n'y a plus rien. Et ça, C'est formidable. Quand vous dites ça, ça me... Je veux dire, quand vous dites ça, ça me fait une émotion épouvantable. Parce que c'est persécutant, mais c'est horrible ce qu'on fait vivre aux femmes enceintes. Les échographes, bon, qui disent ça comme ça. Mais ça me fait penser à ce qu'on a décrit des pays de grossesse où l'enfant, au lieu d'être en position fœtale, est adossé à la colonne vertébrale de sa mère, droit comme s'il voulait passer inaperçu. Mais oui, j'en ai un petit là. Grossesse avec une femme à 25 plus bas. Et elle avait déjà un enfant. Et si elle s'était rendue compte plus tôt qu'elle était enceinte, elle aurait avorté parce que son mari était malade à ce moment-là. La petite fille, elle a senti bouger à 6 mois. Ouais. Je n'ai pas arrêté de dire à cette petite fille, mais qu'est-ce que tu es intelligente? Qu'est-ce que tu as bien fait? Tu t'es sauvé la peau. J'ai fait l'accompagnement après, apto, formidable. Voilà. C'est étonnant tout ce qui se passe déjà de cette conscience de l'enfant dans le ventre et de son goût de la vie. Ben voilà. Enfin, moi, j'ai des tas d'histoires comme ça, j'en viens pas. Et j'avais beaucoup aimé votre livre. Le premier, vraiment, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Enfin, voilà,
C'est oui, vraiment. c'est ça, quoi. C'est la même chose, c'est dire à l'enfant, tu es là, tu as le droit de vivre. Tu es vivant, tu as le droit de vivre. Absolument. Voilà. Faisons quelque chose, ça t'appartient. Et c'est ça, ce contact c'est vraiment de me dire ça aussi, déjà. Allez, remontons encore un peu plus en arrière. J'avais pas vu que tu étais là. Je t'avais pas vu. Si je peux remonter en arrière sur des échographies que j'ai vues et qui m'ont bouleversée. Des jumeaux, il y a 4-5 semaines, le premier mouvement des jumeaux, c'est d'aller vers l'autre et de se toucher, de se contacter à travers la paroi, alors qu'un enfant seul se touche lui-même. Un échographe de diaconesse qui est marié avec une psychanalyste, donc voilà. Et quand il voit des femmes enceintes avec des jumeaux, il prend le dernier rendez-vous du soir et il prend beaucoup de temps pour les jumeaux. C'est étonnant, j'en ai pleuré quand j'ai vu ces filles. Ces enfants qui se touchent et que la mort d'un jumeau dans le ventre, quand il y a ça, l'autre, pendant des jours et des jours, il touche la paroi où il rencontrait en contact avec son jumeau. C'est encore plus loin que. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, exactement la même chose. C'était Régine Prat qui racontait l'histoire du. Alors moi, bon, l'expérience est spéciale, mais enfin, on met un micro dans le vagin de la mère et avec de la musique. C'est pas pour la perspicacité, mais enfin, c'est quand même bon. C'est quand même une drôle d'expérience. Et il paraît que le bébé tète. C'est-à-dire il fait des mouvements de bouche, comme il va faire plus tard quand on lui parle et qu'il tire la langue dans un mouvement de succion. C'est-à-dire, voilà, il tète le son, quoi. Enfin, écoutez, franchement, c'est formidable. Hélène. Oui, Hélène, après moi. Non, je revenais un petit peu en arrière, pas vraiment. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je revenais un petit peu en arrière, mais en même temps pas vraiment. Parce que quand, Nicole, tu as eu ce moment où tu as dit surprise, tu as eu un mouvement du corps qui m'a fait vraiment associer à ce moment où on reste quoi et où ton propre corps a parlé. Et avec ce que tu nous as dit, je n'étais pas étonnée que tu sois là à pas accepter ses fesses, mais chercher ailleurs. Parce que c'est toi aussi, ton corps, qui a parlé. Oui. Mais je l'ai reçu dans le corps, en tous les cas. Tout d'un coup, cette vulve irritée, ça m'a fait quelque chose. Et c'est vrai que, bon, je travaille beaucoup le Lyon maintenant, et tu viens de citer, c'est vrai que toutes ces turbulences émotionnelles qui nous viennent, elles sont dans notre corps, elles sont dans l'autre, et ça se rencontre à un moment donné, si on y est attentif. Parce que c'est ce mot-là qui me guide constamment maintenant que je travaille plus auprès des réanimés, après tout notre travail d'aide sociale à l'enfance. Mais auprès des réanimés, c'est exactement ce que tu disais au début. La vie, si on veut bien la regarder, si on veut bien qu'elle soit là, la supposer là. Hein, et je me suis effectivement interrogée. Si tu tapes sur discussion, ça fait quoi? Qu'est-ce qui me fait aller là, hein, auprès des réanimés? Ça, c'est une autre histoire. Hein, mais je voulais donc citer ça. Et puis, c'est vrai que Bion cite la pensée au mère, l'origine de la pensée comme étant ce qui se passe au niveau du frêne et du diaphragme. Hein. Au niveau du frêne, du diaphragme. Oui. Hein. Et il y a on le cite comme ça, hein, c'est-à-dire que il était dit que l'origine de la pensée était là. Et on sait comment, dans les travaux par rapport au traumatisme, tous les travaux, toutes les façons de travailler autour de la respiration sont salvateurs. Là,
il y a le livre absolument passionnant, très fouillé de Patenpick, qui est Le corps n'oublie Le corps n'oublie rien. Ah oui. L'auteur, vous pouvez redire le nom de l'auteur? C'est Van der Beek. Essel Van der Beek. Le corps n'oublie rien. Qui est, beaucoup de neurosciences, beaucoup d'études, beaucoup de travaux. Aux États-Unis, vous avez d'autres moyens. Et à une époque où on ne parlait pas encore de traumatisme, et j'ai été très frappée comment il donne de la place aux thérapies par rapport au corps et en particulier au souffle, hein, beaucoup plus que le champ de la parole. Ben, tu vois, la Chine n'est pas loin, hein, quand même. Voilà. Alors, je vais peut-être. Il y a Mireille Feb qui. Ah oui, pardon. Non, mais Vas-y. Et après, on donnera la parole à Mireille. Non, au contraire, plutôt donne la parole à Mireille, puis je lirai mon petit texte après. Oui, non. Je voulais simplement dire qu'il y a des questions absolument passionnantes, mais le problème, c'est que il faudrait qu'il y ait un micro qui passe dans la salle parce qu'on n'entend pas les questions qui viennent de la salle. Et c'est vraiment dommage. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Oui, on va voir. D'accord? La question. Merci. Bon, bah, Donc, d'abord, je voudrais beaucoup remercier Nicole pour ce livre qui m'a beaucoup touchée, les deux. Et puis, remercier Jean-Yves qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Alors, je repars un peu de cette citation de Chuang Tzu. J'en ai pris qu'un fragment parce que ça m'a semblé très typique, très représenter un peu la position de Nicole Hiver-Courcilly. C'est l'énergie est un vide entièrement disponible. L'acte s'apprend uniquement dans ce vide. Et je trouve que ça représente assez bien la démarche de Nicole qui, tout en ayant plein d'informations sur les enfants, en fait, essaye de faire le vide en elle pour se laisser, pour laisser venir ce qui va venir, en fait. Et ce qui va venir chez l'enfant et ce qui va venir en elle aussi. Et puis, bon, elle insiste beaucoup sur l'énergie. On en a parlé, c'est vrai, c'est essentiel. Alors, bon, témoigner de votre travail, analyser ces mécanismes, l'éclairer par ce qui peut s'apprendre de Freud, de Lacan, d'autres psychanalystes, Bion, Bollack, Winnicott, Davoine et Godillère, Zalcman, Olanier, ils sont tous présents dans le livre. Mais aussi par ce qui peut aussi s'apprendre de la littérature, de la philosophie, et plus particulièrement de la pensée chinoise, tient pour vous d'une exigence indissociable de votre pratique clinique, laquelle constitue l'effet vérifiable de la psychanalyse. Dites-vous déjà dans Accomplir la promesse de l'aube. Voilà, donc c'est une première remarque que je faisais. Donc, il s'agit pour vous de devenir pure présence au corps de l'enfant, ce qu'on a dit. Cette position qui est la vôtre, fruit de vos observations et fruit de votre position clinique, a la qualité d'une position éthique et humanisante. Ce n'est pas pour rien que vous reprenez à votre compte les avancées de Nathalie Zalcman sur le travail de la culture Arbeit. Je cite Nathalie Zalcman. Ce processus psychique qui commence dès l'aube de la vie psychique, de l'humanité et de chaque individu, et par son tissage entre l'unique et l'impersonnel, ce garant narcissique minimal, dont a parlé tout à l'heure, je ne me rappelle plus son nom. C'est ce processus psychique qui commence dès l'aube, accomplir la promesse de l'aube, sur lequel vous vous autorisez, celui garant d'un narcissisme minimal, pré-objectal, anobjectal, celui de l'espèce humaine, d'une certaine manière,
celui d'une certitude minimale d'existence pour autrui. J'aime bien cette formule. Alors, ma question serait la suivante. Cette question est-elle équivalente, cette position plutôt, est-elle équivalente à celle du Lebensmensch décrite par Freud, ou contient-elle une autre logique, celle d'après l'écroulement de ce qui assurait à chacun, à son insu, inconsciemment, la certitude d'un pacte entre l'homme et lui-même et les autres. Dans la mesure où cet écroulement fait désormais partie de chacun, il fait partie de la réalité humaine. Si tel est le cas, ne s'agirait-il pas tant de secourir que de travailler aux racines fondatrices telles qu'elles tiennent chacun à l'ensemble humain? C'est donc plus le côté rattachement à l'humain que le côté secours. À l'humain. Alors, une autre question, enfin, ou une autre. Vous déployez votre conception du transfert comme expérience, engageant l'être de l'analyste. Le terme d'expérience est choisi délibérément en opposition à celui d'expérimentation. Non reproductible, l'expérience peut néanmoins être partiellement transmise, ce qui oblige à se confronter à la question de l'écriture. Donc là, je vous cite. Puisque la clinique est le lieu de la recherche, écrivez-vous en terminant votre livre, il faut trouver une écriture qui assure la transmission de cette discipline et non son enseignement. Une transmission, pas l'enseignement. C'est-à-dire une écriture qui soit effective, qui soit un acte créatif à la mesure, à l'image de l'acte analytique. Une écriture qui engendre chez son lecteur une expérience de lecture. Fin de citation. C'est ce que l'on sent dans la démarche de l'écriture de votre livre. Une certaine liberté chercheuse, un texte court, une simple note voisinant un chapitre plus conséquent, une reprise d'un texte paru dans un ouvrage antérieur, un mouvement créatif en marche, la présence d'un souffle à la hauteur de celui qui se déploie dans vos rencontres avec les enfants et que vous tentez de leur redonner. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, même si tout ce qui est vécu pourrait l'être avec tout enfant. Il s'agit d'enfants ayant traversé des vécus extrêmes. Je suis frappée combien cette expérience de proximité du terrible nécessite du beau comme possible, en tout cas pour celui qui accepte de se mettre dans cette zone de vécu de l'enfant. Votre livre commence avec ce tableau, justement, quelque chose de beau. Le livre de Annie Frank, que peut-être certains ont lu, Entre-là, paru chez le même éditeur, en témoigne. Annie Frank choisit d'écrire sur la page de gauche le déroulé de sa rencontre clinique et sur la page de droite le déroulé de ses rencontres d'œuvres picturales. Cette écriture, au plus près de la détresse, cherche la figurabilité, qui, elle, c'est ce que vous exprimez, qui, elle, peut dire à sa manière et peut-être encore plus. Votre livre s'ouvre sur une peinture, cette proximité d'une épreuve et du beau. Alors, la question, alors une éthique ou une esthétique de l'écriture? Enfin, vous vous montrez tendu donc, par l'effort de déchiffrer, c'est un peu tout ce qu'on a dit, de déchiffrer le message transmis par le corps du bébé. Le corps du bébé est porteur d'un texte en attente d'être lu. Ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, quel type de texte? Comment le lire? Ceci nous ramène à l'un des berceaux de la civilisation, la naissance de l'écriture dans la civilisation chinoise. Donc, je vais lire quelques lignes de la manière dont Nicole Hiver nous le redonne, parce que c'est quand même en effet assez... Il se trouve qu'en Chine, une coupure est à même son langage. Il existe bel et bien deux langues au sein du langage, deux langues conjointes, intimement liées, la langue graphique et la langue sonore. Deux langues qui ont chacune une origine indépendante l'une de l'autre. La langue graphique serait née de la divination, de notations chamaniques non destinées à être lues. C'est une langue faite de pictogrammes. Lisons la définition que le petit Robert donne du pictogramme. Dessin figuratif qui fonctionne comme un signe d'une langue écrite
et qui ne transcrit pas la langue orale. Les pictogrammes dans la tradition chinoise sont bien des dessins stylisés qui sont autant d'unités graphiques indécomposables et de matrices de l'ensemble de l'écriture chinoise et qui ne transcrivent pas la langue orale. Donc, Nicole reprend cette fonction. Cette langue graphique a été en quelque sorte sonorisée. Aux pictogrammes de base ont été adjoints des sinogrammes de prononciation qui relient ainsi l'écrit et l'oral. Je pourrais tout lire, mais enfin, je suis obligée donc c'est, oui, quand même, penser en langue chinoise revient à penser en pictogrammes, en images, qui ne disent aucune chose, qui indiquent en traits brefs des mouvements reliés à des situations vécues physiques et psychiques. Le mot important là, c'est indique et le mouvement, en fait, le mouvement du trait. Bon. Je pense que vous avez vu. Alors, cette langue graphique du corps non visible mais lisible, ça vous insistez beaucoup sur le non visible mais lisible, n'est pas sans vous évoquer la langue des signes, intéressant aussi, surtout pour ceux qui ont vu le beau film de Lucie. Cette calligraphie libérée, aimantée vers l'autre d'une énergie vibratoire, comme on en a parlé tout à l'heure. Énergie vibratoire, justement, chez ceux-là qui n'ont pas le son ni la parole, mais qui ont l'énergie vibratoire, comme celle de l'eau. À l'avant-dernière page, on peut lire que vous vous êtes appuyé sur cette sagesse millénaire qui authentifie le recours à cette langue de l'existant, dites-vous, en deçà de celle du désir, celle du narcissisme minimal, dont on a parlé tout à l'heure. Ces mots entrent en résonance avec ceux que vous avez trouvés pour les bébés traumatisés, mal accueillis, malvenus. Une question se forme qui reprend une citation de Nancy Houston dans Bad Girl. C'est la fin du livre. Vous vous demandez qu'est-ce qui vous permet de continuer? Et la réponse, c'est le son qui va et vient. Alors, tout à l'heure, on avait la langue écrite, enfin le graphisme. Là, maintenant, c'est le son. C'est le son qui va et vient comme l'eau parmi les pierres. L'eau est son, la pierre silence. L'eau te sauve, la pierre te tue. Rien ne te fera plus peur que l'immobilité. Le mouvement du monde qui freinerait, ralentirait, s'arrêterait les gens qui resteraient de pierre. À la question de ce qui vous permet de continuer, vous avez répondu, c'est le son. Vous êtes allé chercher un lointain qui vous permette le plus proche, parce que ce lointain préconise le flux. Plus exactement, le lointain de la pensée chinoise, chez laquelle la notion d'âme n'existe pas, ni la notion de subjectivité se transférant à une altérité, il n'y a pas sujet et l'autre, mais à partir de celle d'une efficacité communicative, l'efficacité invisible, découlant de l'appartenance humaine au Tao. Capacité céleste, interne à la processivité naturelle. On ne parle pas tellement de corps, mais plutôt de ma forme actualisée. C'est dire que la notion de corps est graduelle et qu'elle apparaît comme une modification continue. Sans essence, sans individuation, il n'y a pas non plus de concept de matière, mais de matérialisation, par concrétion continue, intégrant la mort elle-même. On saisit alors ainsi que dans cette dimension processive de l'existence, le deuil tragique n'a pas de place, puisque la mort elle-même nourrit la vie du corps processuel. C'est une citation de François Julien. Et puis, dans ma démarche vers vous, j'ai trouvé, est venue à ma rencontre, une conférence de Julia Kristeva de 2009 à Pékin. Alors, voici ce qu'elle dit. Je la cite. « Les énigmes de l'expérience chinoise ne peuvent se laisser appréhender que si le discours interprétatif devient capable d'aborder l'indissociable appartenance du sens du langage à la fois à la musique, on y voit là, langue à ton, et au geste, c'est-à-dire au corps. Je voudrais souligner, ajoute-t-elle,
un autre aspect de l'idiome chinois qui enrichit encore davantage sa fluidité. Sa musicalité, qui, comme celle d'autres langues, comme le vietnamien par exemple, conserve et développe l'empreinte des capacités prélinguistiques de l'enfance dans lesquelles s'est déposée la trace du lien précoce mère-enfant. La sémiologie contemporaine connaît cette temporalité du nouveau-né qui n'est pas encore un sujet parlant, mais qui fait sens avec ses intonations, vocalises et collalies, avec du sémiotique selon ma terminologie, dit Kristeva, mais qui n'est pas encore capable de construire une signification avec des phonèmes, morphèmes et syntaxes, qui n'a donc pas de performance symbolique, toujours dans ma terminologie. Tout enfant, de quelque langue que ce soit, développe du sémiotique, mais seule la langue tonale conserve et déploie cette capacité. Cette capacité sémiotique en l'intégrant dans le symbolique, en la rendant signifiante dans la communication linguistique. Si je dis table en français avec une intonation montante ou descendante, cela signifie toujours table. Mais si je dis ma en chinois avec une intonation haute, montante, descendante ou légère, le mot change de sens. Ma peut vouloir dire mère ou cheval ou gronder. On ne compte pas moins de 17 significations diverses en ajoutant le graphisme. Seule la langue tonale porte la trace de l'interdépendance précoce, mère-enfant, et les intègre, les transfère ou les socialise dans l'usage adulte. Et l'écriture elle-même, dit-elle pour terminer, imagée à l'origine, qui de plus en plus stylisée, abstraite, idéogrammatique, préserve son caractère évocatif, visuel et gestuel. Une mémoire du mouvement est exigible, en plus de la mémoire du sens pour écrire en chinois. Elle s'ajoute à la phonétique pour donner des sens différents à la même syllabe avec le même ton. Les composantes du graphisme relevant de couches psychiques plus archaïques que celles du sens, syntaxis logique, c'est ce que vous avez bien trouvé, hein, la composante graphique relevant de couches psychiques plus archaïques que celle de la syntaxe. L'écriture chinoise pourrait être considérée comme un dépôt inconscient sensoriel dont le sujet pensant en chinois ne serait jamais définitivement coupé et qui est le laboratoire par excellence de ses évolutions, de ses innovations et de ses résurrections. Il m'a semblé que ces rappels de Julia Kristeva contribuaient à nourrir vos intuitions. Oh ben ça, alors vous pouvez me l'envoyer. Oui, je l'enverrai. Et dans quel texte? C'est une conférence que Julia Kristeva a fait en 2009 à Pékin, où un colloque organisé à la fois par la Fédération européenne de psychanalyse et puis des gens de l'IPA, en fait. Oui, moi, je rappelle aussi que le Cercle avait organisé un colloque en 2006 qui s'appelait « La langue, comment ça va ?» où il y avait une intervention très intéressante de Régnier Lancel, qui est sinologue, donc de Régnier Lancel, qui est sinologue, et qui avait fait toute une décomposition sur cette question de la langue chinoise. Et ça vaut le coup de travailler avec Van der Merch, d'ailleurs, Régnier Lancel. Et justement, il y a une tradition sinologue en France qui est une tradition plutôt du côté des lettrés, alors que Van der Merch et Régnier Lancel sont plutôt du côté d'une tradition orale chinois, comme dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est aussi toute la différence, toute la difficulté qu'il y a eu. Parce que Michel Guibal aussi avait beaucoup travaillé de revenir à la langue orale. De revenir à la langue orale. Avec tout ce que tu expliques, les différences. Moi, ce qui m'a toujours fasciné quand je regarde un enfant dessiner, écrire son nom, mais il va à toute vitesse. Ce qui est dit là, il y a vraiment le mouvement, c'est comme si, n'ayant pas eu à refouler cette première sonorité, ayant pu l'intégrer dans la syntaxe,
ça lui donnait je sais pas, une agilité de mouvement incroyable. Et d'ailleurs, il y a quasiment, ils écrivent leur nom systématiquement, comme si ça faisait, je ne sais pas quel est le côté dessin, quel est le côté écriture, mais tout ça, c'est très lié, quoi. Ah ouais, écoute, ce qu'elle a dit, c'est tellement riche. Je suis un peu bouche bée. Non, j'ai eu la chance de trouver ce texte. Oui, c'est magnifique. Je veux bien. Non, moi, je crois que je voulais juste réagir à propos de la respiration, parce qu'on a cette histoire d'énergie qui reste quand même très, pour moi, enfin, ça m'est difficile de rebondir parce que parce que ce dont la grande absente de tous nos propos, c'est la voix. À propos de l'énergie. Parce que quand même, moi, je sais que quand on reçoit un bébé, on a une voix particulière. Hein. On a des vibrations particulières de la voix. On a la voix qui change et qui, quand on s'adresse à lui, il y a quelque chose qui se passe. Bon. Donc, c'est du côté de la musicalité. Bon, la respiration, tout ça, ça doit avoir rapport avec cette énergie. Voilà, qu'on a du mal à définir. Voilà. Je voulais juste raconter un petit souvenir de grand-mère à propos d'énergie. Je me souviens que mon premier petit-fils, j'étais chez ma fille et il était sur mes genoux, comme ça, tourné vers l'extérieur. Et puis, sa maman œuvrait dans la pièce et il était sur mes genoux. Et à chaque fois qu'elle passait un tout petit peu plus près de nous, il était en mouvement. Mais c'était comme s'il y avait des ondes. Voilà, c'est pour moi l'image de l'énergie. Son corps bougeait, quoi. Dès qu'il y avait une onde entre elle et lui, et puis quand elle se rééloignait, voilà. Bon, quand on est en rapport avec des tout petits, l'énergie, c'est une notion qu'on a. Je sais pas, alors la définir, ça c'est bien complexe parce que c'est en même temps du côté du psychique, du côté du somatique, voilà, du côté de la pulsion, mais la pulsion c'est déjà un terme entre les deux, quoi. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose à propos de l'énergie. Je pense que l'adresse doit être désirante. L'adresse à l'égard. Absolument. Ben, bien sûr. On y va de soi, là. Non, ça ne marche pas. Voir la force. Tonos, en grec, le ton. La force. L'agent physique de la parole peut rentrer en ligne de compte. Mais je vais vous dire, c'est au-delà de ça, parce que quand on reçoit un petit, il n'est jamais seul. Et le désir, il est collectif. Hein, c'est-à-dire que les enfants qu'on m'amenait, c'était toute une structure. Enfin, à la pouponnière, il y avait une réunion, il y avait, voilà, et elles arrivaient, et le désir. Enfin, moi, j'étais prise dans cette force. C'est une force. Et le petit qui venait, il savait qu'il venait voir Madame Hiver, psychanalyste. Enfin, c'est comme ça qu'on lui avait dit. Et tout ça faisait un portage, un holding. Voilà, c'est tout un protocole bien au-delà d'une rencontre interpersonnelle. Hein. C'était le transfert sur Dolto, c'était le transfert sur la psychanalyse. Enfin, c'est tout un mouvement qui faisait qu'on y croyait, quoi. Hein. Et oui, les miracles, c'est ça, quoi. On a la foi, ça fait de l'effet. Enfin bon, c'est une caricature de le dire comme ça, mais quand même, il y a de ça. Hein. Alors après, faut se laisser porter par ce qui vous traverse, quoi. J'avais peut-être une question, je ne sais pas si c'est la dernière, en présentant la couverture du livre, il y a un tableau d'Otsukai qui s'appelle Le Pêcheur. Et je ne pense pas que dans le livre, on en trouve un petit commentaire ni une allusion. Donc, je sais pas si il y a une petite phrase. Ah, j'ai oublié, ça m'a échappé. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler un petit peu? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Oui, parce que les deux, là, voilà, les deux, là, mais là, je l'explique, c'est un caractère chinois. J'explique quelque part dans le livre qu'est-ce que c'est que ce caractère qui m'a
tellement parlé, ce bébé est sous son toit, Oui, ça oui. veut dire caractère d'écriture. Mais là, oui, c'est parce que j'ai une collègue et amie qui d'ailleurs est là ici aujourd'hui, Ah bon? qui m'a dit, Nicole, toi, tu lances tes filets et puis après tu les ramasses. Voilà. Ah, Et, et ben voilà, c'est un peu l'image de mon travail psychique, c'est-à-dire que voilà, je ramasse les filets. Bon, ben, on aura ramassé beaucoup de choses On aujourd'hui. a ramassé beaucoup de poissons dans le filet là, Merci aujourd'hui. beaucoup. Merci de cette Merci. énergie. C'est déjà fini? Au revoir. Oh oui. Comment? Non, c'est toi, oui. Je sais comment Ah j'avais oui, au revoir à écrit. tous les gens qui sont. Oui, 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 au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Tu vois, parce que moi,